Bonjour à tous et merci d'avoir bravé les difficultés du moment pour venir jusqu'au Collège de France aujourd'hui. Un petit peu plus de place dans l'amphithéâtre grâce à la RATP. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre sur cette question du dimorphisme sexuel et de ce qu'il relie au comportement et à la biologie de différentes espèces. Donc c'est quelque chose qu'on a exploré la semaine dernière chez les primates actuels, et vous avez vu que les plus proches parents de l'homme, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les orang-outans, ce que l'on classe aujourd'hui dans les hominidés, nous donne des indications très intéressantes sur ce sujet. Et donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on transpose ce que l'on sait sur les hommes actuels et puis les grands singes pour interpréter le registre fossile. Alors vous allez voir que c'est possible dans une certaine mesure, mais avec quand même quelques difficultés. Et on va bien entendu regarder le dimorphisme. On va regarder le dimorphisme de taille qui existe dans différentes espèces d'hominines fossiles. Je vous rappelle donc qu'on a rapproché cette question du dimorphisme sexuel de taille avec le comportement reproducteur des différentes espèces de primates, avec en gros deux modèles extrêmes. Un modèle monogame où le dimorphisme sexuel est très faible. Alors, monogamie relative, puisqu'il faut quand même avoir des mécanismes qui empêchent une consanguinité trop forte. Et puis à l'autre extrémité du spectre, on a des espèces où il y a un dimorphisme de taille extrêmement marqué, le gorille, l'orang-outan. Et là, en gros, ce qu'on a, c'est une organisation en harem avec un mâle qui se réserve, si je peux dire, un certain nombre de femelles, mais quand même, aussi bien chez les orang-outans que chez les gorilles, toujours, j'allais dire, l'intervention possible d'autres mâles, avec évidemment ce que ça entraîne en termes de conflits entre ces mâles et puis le mâle propriétaire, si je peux dire, du harem. Et donc, ce dimorphisme de taille, il est interprété justement dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est une adaptation des mâles, en gros, pour défendre leurs femelles contre... Alors défendre, c'est pas que les autres mâles veulent faire du mal aux femelles, au contraire, mais c'est pour en fait empêcher les autres mâles de les approcher de trop près. Alors, je voudrais quand même tempérer un petit peu ces notions qui sont des notions très simples pour vous dire quand même qu'il y a d'autres facteurs que cette organisation de la reproduction qui peuvent influer sur le dimorphisme de taille et puis d'une façon générale sur le dimorphisme, c'est-à-dire les différences morphologiques d'aspect entre les mâles et les femelles. Alors, en fait, chez l'homme, il y a des tas de mécanismes qui sont d'ailleurs non mutuellement exclusifs, qui peuvent, si je peux dire, interférer avec ce que l'on observe. Alors, évidemment, au départ, il y a cette compétition avec d'autres mâles pour trouver des partenaires et les garder, mais il peut y avoir aussi de la compétition avec d'autres mâles pour d'autres raisons. Les ressources, par exemple, il peut y avoir de la violence intergroupe. Et là, ça peut être avantageux d'avoir une plus grande taille. Et puis alors, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui intervient, et on sait que ça intervient chez l'homme, c'est la sélection sexuelle. Enfin, c'est quelque chose qui a été décrit en détail par Darwin dans des tas d'espèces, mais les mâles préfèrent certaines femelles et les femelles préfèrent certains mâles. Alors, dans le cas des préférences des hommes,
les hommes, ils aiment des femmes jeunes et qui ont un certain stéréotype de forme. Ça a été étudié, on a étudié ça dans des tas de sociétés, le rapport entre la taille et le diamètre des hanches, etc. Je ne vous fais pas un dessin, il y a énormément de travaux là-dessus, avec des petites différences culturelles, mais quand même des choses qui ont l'air d'être assez générales. Alors, d'une certaine façon, les préférences des mâles, on ne s'en fiche pas complètement, mais disons, ça a peut-être moins d'impact que les préférences des femelles, parce que les mâles ont plein de spermatozoïdes à distribuer, mais les femelles, elles, sont obligées d'être beaucoup plus sélectives pour assurer leur succès reproducteur, parce que de temps en temps, elles ne peuvent, si je peux dire, investir qu'un ovocyte de temps en temps, donc il ne faut pas se tromper. Et donc là aussi, on a de nombreuses études sur les préférences des femmes dans différentes sociétés, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce que ça a une influence, et d'ailleurs ça a même une influence à une échelle de temps historique. Les préférences ont changé je crois, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors l'autre dimorphisme que l'on a observé chez les grands singes, c'est un dimorphisme dentaire, en particulier avec ces canines très très développées chez les mâles. Alors, ça varie d'une espèce à l'autre, mais disons, en gros, tous les grands singes ont des canines très développées, et ces canines très développées le sont particulièrement chez les mâles. Alors là encore, ça semble être lié au comportement reproducteur, c'est-à-dire que quand on a des situations où on a un mâle unique pour un groupe de femelles, c'est là qu'on va trouver le dimorphisme maximum, parce que c'est là que les conflits avec un autre mâle sont aussi maximum. Et puis, au contraire, dans les espèces monogames, ou alors les espèces où on a des groupes où il y a à la fois des mâles et des femelles, là on va avoir un degré de dimorphisme faible ou intermédiaire, parce que quand même dans les groupes multimâles, multifemelles, il y a de la compétition entre les mâles aussi. Alors comment est-ce que tout ça se traduit chez les humains? Eh bien, vous avez tous remarqué qu'il y a un dimorphisme sexuel chez l'homme aussi. Donc en ce qui concerne la taille, on a, alors quand je dis la taille, ce n'est pas juste la stature, c'est la taille et la masse corporelle. En gros, on a environ 15%, en moyenne, 15% de différence de taille entre hommes et femmes, sans qu'on ait vraiment réussi à mettre en évidence des différences très claires entre populations, régions, etc. On est toujours autour à peu près de ces chiffres-là. Alors évidemment, il y a des femmes grandes, des hommes de petite taille, tout ça, ce sont des moyennes. Alors ça se traduit de différentes façons. En gros, on va voir ça dans un instant avec la composition corporelle. Les hommes ont plus de muscles et ils ont une force physique qui est plus importante que celle des femmes, surtout dans la partie haute du corps. À peu près, ça a été mesuré, c'est de l'ordre de la moitié à peu près de force en plus. Et puis, c'est un peu moins marqué pour le bas du corps. Alors, évidemment, quand on a affaire à des athlètes, des gens très entraînés, cette différence, elle est beaucoup plus faible entre hommes et femmes, mais elle persiste. Si vous regardez les performances des haltérophiles de même poids, voilà, même en s'entraînant énormément, les femmes vont quand même lever beaucoup moins. Alors cette différence de taille, c'est quelque chose qui s'installe au cours de la croissance, et vous avez ici sur cette courbe verte la croissance longitudinale, c'est-à-dire la stature des petites filles, des adolescentes, puis des femmes, et puis en rouge, celle des garçons. Donc vous voyez que
l'adolescence, la puberté, elle est décalée. Les filles ont tendance à avoir une puberté plus précoce que les garçons. Donc il y a un moment où les filles sont plus grandes que les garçons, et puis ensuite c'est quelque chose qui va être rattrapé, et finalement les garçons vont être plus grands et vont avoir une masse corporelle plus grande aussi. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des différences en termes de composition corporelle. On a parlé des muscles. Vous voyez que les tissus musculaires chez l'homme représentent. Alors, on parle d'hommes qui sont, normalement constitués. En moyenne, à peu près 45% des tissus, alors que chez les femmes, ça va être un peu moins, 36% en moyenne. Et la différence entre les deux, évidemment, ce n'est pas tellement les organes, les os, etc. C'est essentiellement ce qu'on appelle le gras essentiel. Alors, c'est quoi ce gras essentiel? C'est le gras qui reste quand on est mince, quand on n'a pas d'excédent de graisse. C'est-à-dire c'est le gras qui est vraiment indispensable au fonctionnement du corps. Et ce gras, il sert à tout un tas de fonctions. Donc il y a le gras qui est un gras de réserve, si je peux dire, mais il y a aussi du gras qui est impliqué dans la protection des organes, dans le stockage des vitamines, dans la construction de messagers cellulaires, donc la communication entre les cellules. Donc toutes ces graisses, elles sont nécessaires et elles sont impliquées dans notre système immunitaire, dans notre système neurologique. Alors pour des raisons qu'on n'est pas toujours sûr de vraiment bien comprendre, les femmes ont plus de ce gras essentiel, ou du moins, disons, les hommes peuvent se contenter de moins de gras essentiel. Et l'explication qui est généralement donnée, c'est que tout ça, c'est lié à la reproduction, c'est-à-dire au fait que les femmes doivent ultimement avoir des réserves caloriques plus importantes, puisqu'à un moment donné, elles vont nourrir un fœtus et puis allaiter un enfant, etc. Et tout ça, c'est des situations qui sont un petit peu, je dirais, à risque pour le développement de l'enfant et pour la mère elle-même. Et en particulier, on en a déjà parlé dans des cours précédents, le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement demandeur d'énergie et auquel on ne peut pas, comme ça, couper les vivres, si je peux dire, trop brutalement. Donc, aussi bien les bébés humains sont gras, mais aussi les femmes sont grasses. Voilà. D'ailleurs, quand on regarde le métabolisme basal dans différentes espèces de grands singes et la composition corporelle, on voit que les hommes, enfin les humains, ont un métabolisme basal qui est plus élevé que celui des grands singes, et le métabolisme basal des hommes est plus élevé que celui des femmes. Mais vous voyez que la grosse différence, c'est dans la composition corporelle, c'est cette barre jaune-là, c'est la contribution donc, de cette matière grasse à la composition corporelle qui est beaucoup plus marquée chez les femmes. Encore une fois, avec, d'une façon générale, plus de graisse chez les humains que chez les grands singes. C'est vraiment injuste, mais un chimpanzé qui ne fait rien, qui reste dans sa cage aux os, sera toujours plus mince que nous, même si on se donne beaucoup de mal parfois pour rester mince. Alors il y a un autre dimorphisme qui a son intérêt pour les paléanthropologues, c'est le dimorphisme du cerveau. Il y a une différence de taille entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. C'est quelque chose qui a été observé depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'est une figure qui est tirée d'une étude qui a été faite sur une cohorte assez importante de presque 7000 individus en Grande-Bretagne.
Alors, ce sont des gens relativement âgés, vous voyez, disons ça commence vers 45 ans, ça se termine à 80. Donc, au passage, vous voyez que la capacité crânienne, enfin la taille du cerveau diminue un peu avec l'âge, à partir d'un certain âge. Et vous voyez que tous ces ronds bleus sont au-dessus des ronds rouges. Donc les points bleus sont des hommes, les points rouges sont des femmes. Et ça, c'est lié essentiellement à la différence de format corporel. Je vous ai dit, il y a une différence d'à peu près 15%. La taille du cerveau, elle est liée à la taille corporelle. Donc même avec le même coefficient d'encéphalisation, on va arriver à des cerveaux plus petits chez les femmes. Alors il y a une littérature ancienne, abondante et très, j'allais dire, conflictuelle sur les conséquences de tout ça du temps de Broca. Broca, lui, n'hésitait pas. Hein, il pensait que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes parce qu'elles avaient un cerveau plus petit. Alors en fait, toutes les études qu'on fait sur les tests d'intelligence, le coefficient intellectuel, etc., n'ont jamais montré une différence entre hommes et femmes. Hein, c'est pareil. Alors, il y a eu un sujet qui est beaucoup plus débattu aujourd'hui, c'est celui d'un éventuel dimorphisme, alors fin dans le développement cérébral entre hommes et femmes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a certaines parties du cerveau, par exemple dans le cortex, qui sont plus développées chez un sexe ou chez l'autre. Alors, inutile de vous dire que c'est un sujet où il est très difficile d'y retrouver ces petits aujourd'hui, parce qu'il y a une abondance de publications qui sont quand même extrêmement, je dirais, militantes. Et quand je dis militantes, je parle de scientifiques. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les scientifiques sont des êtres froids, détachés des considérations de ce bas monde. Au contraire. Et donc, voilà. Donc, en gros, vous allez trouver toute une littérature qui dit non, il n'y a absolument aucune différence, il n'y a pas un cerveau masculin, un cerveau féminin. Et puis vous allez trouver des gens qui disent non, en fait, en particulier pendant le développement embryonnaire, l'exposition à la testostérone va avoir une influence, alors c'est peut-être modeste, mais ça a une influence sur le développement cérébral et donc potentiellement sur le comportement ensuite dans le reste de la vie. Alors, c'est surtout ça qui nous intéresse parce que dans le fond, nous, on va avoir à déterminer le sexe de squelettes et la taille, le volume du cerveau, c'est un facteur qui intervient parmi d'autres. Alors on n'a pas toujours la chance comme ça d'avoir un couple enterré ensemble. Alors ceux-là, ils n'ont pas été enterrés volontairement, hein. Ils ont été, c'est une découverte qui a eu lieu en Iran dans les années 70, qui est célèbre, hein, connue sous le nom des amoureux de Tepe Ansanlu. C'est une ville donc dans le nord de l'Irak qui, vers 800 avant Jésus-Christ, a subi un épisode guerrier où la ville a brûlé et ce malheureux couple a été enseveli vivant. Ils étaient cachés quelque part et pouf, tout leur est tombé dessus. Et donc on a trouvé ce couple enlacé sous terre. Donc maintenant la question effectivement c'est la plupart du temps on a des fragments osseux plus ou moins complets, des restes de mandibules, de crâne, d'autres restes squelettiques, et on aimerait bien savoir si on a affaire à des hommes ou à des femmes, en particulier pour discuter de cette question du dimorphisme sexuel. Et vous allez voir que c'est constamment la question qui va se poser quand on s'intéresse à des espèces anciennes, des espèces éteintes, c'est comment est-ce qu'on peut séparer les mâles des femelles. Évidemment, la tentation, tentation légitime, hein, c'est de se servir du dimorphisme sexuel actuel pour interpréter le dimorphisme sexuel des espèces fossiles. Alors on peut le prendre par deux bouts. Quand on a affaire à des formes humaines récentes, on va plutôt regarder le dimorphisme sexuel qui existe chez les hommes actuels pour voir comment ça peut s'appliquer à l'homme de Néandertal, par exemple. Alors vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça, hein, même quand on a affaire à des formes proches. Puis au contraire, quand on a affaire à des formes très anciennes, des hominines très anciens, là, on va plutôt regarder du côté des grands singes, justement,
et de ce qu'on sait de leur dimorphisme pour voir si ça peut nous aider à interpréter la morphologie, l'anatomie de formes anciennes. En ce qui concerne le squelette, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la partie du squelette qui est la plus, j'allais dire, facile, à laquelle il est la plus facile d'attribuer un sexe, c'est le bassin. Pour une raison très simple, c'est que le bassin chez les humains a une morphologie très particulière qui est liée à la bipédie. On reviendra dans un cours ultérieur sur les interactions entre reproduction, station bipède, forme du bassin, mais non, on a chez les humains une parturition qui est quand même assez compliquée, qui est liée à la taille de la tête, du cerveau des nouveau-nés. Vous vous souvenez que c'est une taille qui est quand même assez loin de la taille adulte, hein, c'est-à-dire qu'on met au monde des petits avec un cerveau relativement petit par rapport à la taille adulte, plus petit que dans d'autres espèces de primates. Enfin, néanmoins, c'est petit, mais c'est gros quand même, hein. Et donc, il faut que ça passe dans le canal obstétrical. Et chez l'homme, ça passe, enfin chez les femmes, ça passe avec un certain nombre de complications, en particulier une rotation de la tête du nouveau-né. Pourquoi ? Parce que ce canal obstétrical, il a une section qui est une section plus ou moins ovale, mais qui n'est pas orientée de la même façon dans sa partie supérieure, dans sa partie inférieure, et donc ça implique une rotation de la tête au moment de la naissance. Alors les hommes, évidemment, n'ont pas le même genre de problème, et donc du coup, on va avoir une morphologie du pelvis qui va être quand même très différente. C'est, je dirais, le meilleur indicateur du sexe sur des squelettes. On a fait des expériences, des tests en aveugle, hein, avec des anthropologues à qui on a donné des séries de bassins dont on connaissait le sexe par d'autres moyens, hein, et on leur a demandé de déterminer le sexe. Et il y a pas mal de publications qui arrivent à des scores quasiment de 100% de réussite. Alors en combinant tout un tas de caractères métriques, encore une fois, c'est lié au fait que chez l'homme, l'ouverture, alors qui n'est pas obstétricale, mais l'ouverture du bassin, c'est une ouverture qui est relativement étroite, avec un diamètre antéro-postérieur important par rapport au diamètre latéral. Ça a une forme plus ou moins cordiforme, un petit peu en forme de cœur, alors que, évidemment, chez les femmes, on a quelque chose qui est plus large et qui est plus, ovalisé transversalement, avec, alors déjà, une distance entre les articulations des fémurs qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes, donc des hanches qui vont être plus larges, et puis toute une série de caractères qui sont liés à ça, qu'on pourrait détailler. Par exemple, le pubis a une forme très différente chez la femme, justement pour donner cette largeur au bassin. Le rameau supérieur du pubis, cette partie-là, chez la femme, a tendance à être plus allongée que chez l'homme, plus grêle. On a aussi cet angle sous-pubien, donc formé par ces parties inférieures du pubis, qui est beaucoup plus ouvert chez la femme que chez l'homme, hein. Donc on dit aux étudiants, voilà, si l'angle il est comme ça, c'est une femme, si l'angle il est comme ça, c'est un homme, hein. Donc bon, ça c'est un petit peu simplet, ça ne marche pas à tous les coups et tout seul, mais si on combine ça à d'autres caractères, ça marche assez bien. Il y a la forme de l'échancrure sciatique, hein, c'est-à-dire cette échancrure qui est là sous les ailes iliaques. Et vous voyez qu'elle a une forme assez différente chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, elle a tendance à être plus ouverte, et chez les femmes, elle est plus étroite et avec une morphologie assez différente. On a aussi des différences assez marquées de la forme du sacrum,
qui chez l'homme va être un peu plus allongé, qui va être un peu plus projeté vers l'avant aussi. Et puis chez les femmes, on va avoir un sacrum qui va être un peu plus large et un peu plus court, avoir une morphologie différente. Donc en combinant tout ça, je vous dis, si on a des squelettes où on a des bassins bien conservés, normalement on devrait arriver à attribuer avec peu d'erreurs ces individus à un sexe ou à l'autre. Alors ça se complique pour le reste du squelette, évidemment. Alors la deuxième partie du squelette qui a été souvent considérée pour faire une attribution sexuelle, c'est le crâne et la mandibule. Alors le crâne et la mandibule, là ça marche beaucoup moins bien que le bassin. Je vous parlais d'études en aveugle, on avait demandé à des gens de déterminer le sexe de bassin, on a fait la même chose avec des crânes. Là, le taux de réussite est nettement moins bon. Disons, si on a affaire à des gens, je dirais, expérimentés, on va tourner autour de 15% d'erreurs. Mais si ce sont des gens qui sont un peu moins expérimentés, ça peut aller bien au-delà. On dit en général que, et c'est vrai que le crâne masculin, d'abord, il est plus grand, et on a déjà parlé à propos du cerveau, et puis il est plus rugueux, si je peux dire, il y a beaucoup plus d'insertions musculaires. Alors vous comprenez bien que tout ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu relatif. C'est-à-dire si vous avez une population où vous avez des crânes grands et avec beaucoup d'insertions musculaires et d'autres crânes qui sont plus petits, plus lisses, on va avoir tendance à ranger les uns chez les hommes et les autres chez les femmes. Maintenant, quand on compare des individus qui viennent de populations complètement différentes, là, déjà, ça devient beaucoup plus difficile. On a la forme des orbites qui ont tendance à être beaucoup plus quadrangulaires chez les hommes, avec un rebord de l'orbite qui est plus arrondi, alors que les femmes ont un bord plus net. Et puis il y a toute cette morphologie au-dessus des orbites, avec des reliefs osseux qui sont beaucoup plus marqués chez l'homme que chez la femme. Un front chez la femme qui a tendance à être plus arrondi, plus lisse, plus gracile, si je peux dire. Donc cette région, ce qu'on appelle la glabelle, elle est plus projetée en avant chez les hommes. Et évidemment, c'est un souvenir de ces reliefs susorbitaires très marqués qu'on a vus déjà chez d'autres hominines. Alors, il y a d'autres caractères crâniens, on va dire un mot de la mandibule. D'abord, il y a cette région en arrière du méa auditif qu'on appelle la mastoïde. Donc, le processus mastoïdien, c'est ce que vous sentez là derrière votre oreille, et qui est plus projeté vers le bas chez les hommes, qui est beaucoup plus robuste. Alors, c'est lié en partie au fait que sur ce processus mastoïdien viennent s'insérer des muscles du cou, en particulier les sternocléido-mastoïdiens. Et bon, les hommes ont des coups plus musculeux que les femmes, et donc c'est probablement en partie pour ça que cette mastoïde est plus développée. Alors là aussi, l'astuce qu'on donne parfois, c'est à moitié une blague, c'est de dire que quand on pose un crâne sur une table, s'il repose sur ses apophyses mastoïdes, c'est un homme, et si les apophyses mastoïdes ne touchent pas la table, c'est une femme. Vous pouvez déjà combiner ça avec d'autres choses. On a aussi des caractères qui sont liés à ce développement musculaire plus grand chez l'homme. Alors les insertions nucales, les lignes d'insertion musculaire vont être beaucoup plus marquées. Puis on a une protubérance là, à l'arrière du crâne, à la limite entre la nuque et la voûte crânienne, qu'on appelle la protubérance occipitale externe. Et là encore, cette protubérance occipitale externe, elle va être plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Donc tout ça existe, mais dans le fond, c'est un petit peu comme comme pour les visages, c'est-à-dire il y a des visages féminins, il y a des visages masculins, puis après, quand on voit beaucoup de photos, et quand il n'y a pas, je sais pas, les cheveux, etc., là, on va trouver des visages qui sont un petit peu plus ambigus. Les crânes, c'est un peu pareil. La mandibule, ça
ça marche aussi, si je peux dire. On a d'abord la forme du menton. Donc les hommes ont tendance à avoir un menton plus carré, alors que les femmes ont une forme plus arrondie. Il y a la hauteur du corps de la mandibule, c'est-à-dire la taille en fait, de la mandibule, qui est plus importante chez les hommes que chez les femelles. Et puis il y a toute cette branche montante qui est aussi différente, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à avoir une branche montante d'abord qui est plus large, qui est plus importante, et puis qui est plus redressée que celle des femmes. Et donc du coup, ça introduit des différences dans le contour de cette partie du squelette. L'angle ici de la mandibule, qu'on appelle le gognon, sur lequel viennent s'insérer des muscles masticateurs. Donc ce gognon, chez les hommes, généralement, il est en éversion, c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'extérieur pour l'insertion de ces muscles. Chez les femmes, souvent, il est plutôt tourné vers l'intérieur. On a aussi un dimorphisme sexuel dentaire chez l'homme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, souvenez mon histoire de canines plus développées chez les gorilles mâles que chez les gorilles femelles. Alors, en fait, dans l'absolu, si on mesure les canines d'hommes et de femmes, eh ben, les canines des hommes sont plus grosses que les canines des femmes. Vous voyez, il y a une différence qui est quand même appréciable. Là, ce sont des canines inférieures qui ont été mesurées dans cette étude, alors avec différentes techniques, mais vous voyez, on arrive à une différence autour de 9%, quelque chose comme ça, entre hommes et femmes. Donc, c'est un paramètre qui peut être utilisé quand on a une population pour déterminer le sexe des individus. Alors maintenant, il est peu probable que chez les hommes actuels, les canines soient plus importantes que chez les femmes parce qu'ils s'en servent pour faire la bagarre avec d'autres hommes. Donc on a probablement affaire à un dimorphisme qui est d'une autre nature que ce que l'on a observé chez les grands singes. Mais vous allez voir qu'au cours de l'évolution des hominines, on voit quand même ce dimorphisme des canines qui va persister tout au long. Alors avec des degrés de plus en plus faibles d'expression, mais qui va être là. Donc soit on regarde ça comme une espèce de souvenir de quelque chose qui a existé il y a très longtemps. Après, il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, le fait que dans le développement dentaire, pour que des dents se développent, il faut un certain espace, et il y a plus d'espace sur une mandibule de mâle que sur une mandibule de femelle, donc ça peut introduire en particulier sur ces canines des différences de taille. Une question d'encombrement. On a aujourd'hui d'autres méthodes qu'on peut appliquer sur le squelette pour déterminer le sexe. Alors évidemment, ce qui est formidable, c'est quand on arrive à extraire de l'ADN ancien d'un squelette, parce que là, même si on a affaire à un tout petit bout d'os, qui n'a absolument aucun caractère morphologique qu'on puisse interpréter en termes de sexe, on peut déterminer si c'est un homme ou une femme. Il suffit de regarder s'il y a des bouts de chromosome Y, déjà ça règle la question. Mais évidemment, ça dépend un petit peu de la conservation de cet ADN. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, remarquable et qui est beaucoup plus économique. D'ailleurs, c'est utilisé en médecine légale quand on veut déterminer le sexe de restes, par exemple, qu'on a retrouvé. C'est de regarder ce qui se passe avec une protéine qu'on appelle l'amélogénine. Alors, cette amélogénine, c'est une protéine qui est impliquée dans la construction de l'émail dentaire. Alors, dans notre émail dentaire, il y a un tissu minéralisé, eh bien, au cours du développement, l'émail dentaire, qui est formé de prismes qui sont joints les uns aux autres, au cours du développement, il y a des phases où il comporte une grande quantité de protéines, et
disons 90% de ces protéines qui sont contenues dans l'émail dentaire, c'est de l'amélogénine. Et puis une fois que l'émail dentaire va se consolider, va se minéraliser vraiment, va se durcir, si je peux dire, toutes ces protéines qui sont une espèce d'échafaudage pour la construction de l'émail dentaire avec tous ces prismes, ben, il y a un mécanisme qui fait que ces protéines vont être peu à peu dissoutes, elles vont disparaître. Mais elles ne disparaissent pas complètement, il en reste toujours un petit peu. Et donc, si on extrait de l'émail des protéines, il y a toute chance qu'on trouve de l'amélogénine. Alors cette amélogénine, il se trouve que le codage, la recette de cuisine pour fabriquer de l'amélogénine, dans notre génome, c'est quelque chose qui est codé sur le chromosome Y et sur le chromosome X. Et le chromosome Y, vous voyez, c'est un petit chromosome comparé au chromosome X, et la section d'ADN qui code l'amélogénine sur le chromosome Y est plus courte que celle qui est sur le chromosome X. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet de, déjà, avec des moyens, j'allais dire, simples en termes de mise en œuvre, d'analyse, je parlais tout à l'heure de médecine légale, ça permet, si on a de l'ADN d'un individu, ça permet assez facilement, juste en regardant ce marqueur-là, de dire c'était un homme, c'était une femme. D'accord ? Là, je ne parle pas de fossiles, je parle de n'importe quoi, même si on n'a pas les dents. Hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'ADN dans lequel il va y avoir un peu de chromosome Y, un peu de chromosome X. Donc on arrive avec une méthode assez simple et qui est largement utilisée à déterminer si on avait affaire à un homme ou une femme. Alors quand on a des fossiles, là, ce n'est pas de l'ADN qu'on cherche. Alors si on en a, on est très content. Mais vous vous souvenez que l'ADN fossile, c'est quelque chose qui se détériore avec le temps, en particulier dans des climats qui sont des climats chauds. Donc quand on a des fossiles soit très anciens, soit trouvés dans des zones tropicales, on ne va pas avoir d'ADN, mais on peut avoir des protéines, et ces protéines sont plus résistantes que l'ADN, se conservent, on pense, certaines protéines, collagène ou autres. On pense que ça peut se conserver peut-être 10 fois plus longtemps que l'ADN, et donc on déploie de grands efforts de recherche en ce moment pour séquencer des protéines fossiles de façon à les utiliser un petit peu à la façon de l'ADN pour identifier des groupes, on sait séparer un homme de Néandertal d'un homme moderne, entre guillemets, avec des protéines, comme on le fait avec l'ADN. Et marginalement, ça permet aussi de déterminer le sexe. Donc cette dent qui a été découverte au Laos il n'y a pas très longtemps, on l'a publiée en 2022, c'est une dent qui est assez ancienne, qui a autour de 150 000 ans. Donc là, il n'est pas question de trouver de l'ADN. Enfin, les paléogénéticiens essayent toujours, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est vieux, et en plus, c'est au Laos, dans un endroit où le climat est vraiment pas favorable. Mais on a extrait de l'amélogénine, et tout porte à croire que c'est un individu de sexe féminin, sauf si les peptides spécifiques qu'on n'a pas trouvés n'étaient pas présents pour des raisons de dégradation. Mais normalement, ça devrait être une femme, et c'est quelque chose qui est utilisé, d'ailleurs pas que chez les hominines, vous pouvez utiliser ça dans d'autres espèces, et c'est assez formidable. Alors on va regarder maintenant comment on peut mettre en œuvre ces différents critères, soit tirés des primates, soit tirés des hommes actuels, dans le registre fossile, et on va commencer par les formes les plus anciennes d'hominines. Donc on va remonter autour de 7 millions d'années avec le Tchadanthrope, et puis on va regarder rapidement ce qui se passe avec Aurorine et avec Ardipithecus. En regardant donc
ce dimorphisme sexuel dentaire et puis ce qu'on peut savoir du dimorphisme de taille. Alors évidemment, comme pour ces périodes anciennes, on a souvent des restes mandibulaires, maxillaires, dentaires, et parfois peu ou pas du tout de squelette post-crânien. C'est vrai qu'on est surtout porté à regarder le dimorphisme sexuel dentaire plus que le dimorphisme de taille, mais parfois on peut le regarder. Alors, quand on regarde l'évolution de la taille des canines, donc là il y a différentes façons de mesurer la taille des canines. Ce que l'on voit quand on compare les chimpanzés actuels avec différentes espèces d'hominines passées, et en particulier ces hominines les plus anciens, ce qu'on voit, c'est que dès le départ, dès les premiers hominines, eh bien, on a une chute très spectaculaire de la taille des canines et une chute du dimorphisme sexuel qui est liée à ces canines développées chez les mâles. Et donc ça, c'est très important parce que, dans le fond, quand on essaie de définir ce que c'est qu'un hominine, et dans le fond de rattacher des espèces fossiles au rameau qui va donner les hommes actuels, vous verrez que dans la littérature, les débats tournent toujours autour de deux caractères qui sont vraiment des caractères fondateurs, si je peux dire, des hominines. C'est la bipédie et puis cette réduction des canines qui est très spectaculaire. Alors, cette réduction des canines, évidemment, c'est quelque chose qui a des implications sur, pas seulement anatomiques, mais ça a des implications sur le plan comportemental et sur le plan de l'organisation de ces groupes, puisque on associe ces canines développées au degré d'agressivité entre mâles, surtout dans les espèces où il y a un très grand, une polygynie qui est très marquée. Et donc on a tendance à penser que, en fait, dès le départ, si je peux dire, les hominines vont s'engager dans une voie évolutive qui est caractérisée, indépendamment de la bipédie et d'autres caractères, par un mode d'organisation sociale, un mode d'interaction entre les individus, je ne dirais pas humain, mais en tout cas très différent de ce qu'on a chez les grands singes, que ce soit les modèles multimâles, multifemelles des chimpanzés, le modèle gorille ou d'autres. Et donc cet aspect comportemental a toujours pris une grande importance aux yeux des paléoanthropologues. Donc, vous voyez, il y a une véritable marche d'escalier à ce niveau-là, et vous verrez qu'il y en a une autre quand on va s'intéresser au genre Homo. Alors, le plus ancien hominine que l'on ait aujourd'hui, c'est donc le Tchadanthrope. Et donc le Tchadanthrope, évidemment, on s'est précipité, si je peux dire, sur ces canines pour voir à quoi elles ressemblaient. Et là, des canines qui sont des canines d'hominines, qui sont très différentes de ce qu'on a chez les grands singes. Elles sont relativement petites. Et vous verrez aussi que c'est un caractère qui est inconstant, mais on a apparemment chez lui déjà la disparition d'un système d'aiguisoir des canines supérieures sur la denture inférieure, qui est quelque chose qu'on va retrouver quand même chez d'autres hominines anciens, mais qui va assez vite disparaître dans la lignée des hominines. Et évidemment, ce système en aiguisoir, c'est-à-dire qu'en gros, les canines supérieures et inférieures, elles viennent s'insérer dans un logement, si je peux dire, un espace vide, et dans cet espace vide, les canines supérieures vont venir, entre guillemets, s'aiguiser sur les premières prémolaires, ce qui crée une morphologie tout à fait particulière chez les grands singes. Alors, Ardipithecus, c'est un... vous vous souvenez qu'on avait deux espèces d'Ardipithecus, une espèce ancienne qu'on appelle Ardipithecus cadaba, qui est vers 5,8 à 5,2 millions d'années, et puis une espèce plus récente qu'on appelle Ardipithecus ramidus. Donc on a séparé au fil des années, on a fini par séparer ces deux espèces
en particulier à cause de la morphologie dentaire, pas seulement à cause de leur âge. Et donc, justement, Kadaba, il présente encore un reste de ce système déguisoire qu'on trouve chez les grands singes. Alors, c'est évidemment beaucoup moins marqué que ce qu'on trouve chez les grands singes, mais c'est quelque chose qui est encore un petit peu visible. Et puis, avec l'espèce suivante d'Ardipithecus, on va trouver quelque chose de très différent. Alors, cet Ardipithecus, il a été décrit pour la première fois, alors, je parle de Ramidus, hein, il a été décrit pour la première fois en 1994, à partir de fragments de dents et de mâchoires. Et puis, par la suite, on a trouvé du matériel de plus en plus abondant qui a donné lieu, en 2009, à la publication d'un numéro spécial de la revue Science. Il y avait, je crois, 11 articles consacrés à Ardipithecus dans un seul numéro de Science, avec de très nombreux spécimens, en particulier un squelette, alors, ce qu'il faut appeler ça un squelette partiel, mais quand même relativement complet. C'est jamais aussi complet que ce qu'on aimerait, mais quand même assez complet, d'une femelle d'Ardipithecus ramidus qui a permis de faire une reconstitution assez précise de ce à quoi il pouvait ressembler. Donc à peu près 1,20 m de haut pour 50 kg. Apparemment, dans ce matériel, je crois qu'on a plus d'une centaine de fossiles, 110 je crois, il n'y a pas des différences de taille très grandes entre tous les individus qui sont représentés. Donc l'impression qu'on a, enfin en tout cas c'est la conclusion des auteurs qui ont étudié cet Ardipithecus ramidus, c'est qu'on a une différence de taille faible entre mâles et femelles, même si on n'est pas forcément capable de reconnaître les mâles et les femelles, mais on peut voir déjà la variation de taille au sein du groupe. Et vous verrez que ça c'est un phénomène, enfin c'est un problème qu'on a constamment, c'est-à-dire dans des assemblages fossiles, dans le fond, quand on n'a pas les moyens, parce que ça va être fragmentaire, par exemple, de reconnaître, de sexer, si je peux dire, chaque spécimen, eh bien, on peut regarder déjà la variation au sein du groupe. Alors évidemment, cette histoire de variation au sein d'un groupe, ça marche relativement bien si on a un vrai groupe, c'est-à-dire si on a un groupe tiré d'une population qui était une vraie population d'individus qui vivaient plus ou moins, sinon ensemble, du moins au même endroit à la même époque. Alors plus on va s'éloigner de ce modèle-là, plus on va être obligé de mettre dans notre échantillonnage des spécimens qui viennent de régions différentes, voire d'âges différents, plus cette approche méthodologique va être problématique. Alors, la denture d'Ardipithecus ramidus, elle est beaucoup moins dimorphe que le moins dimorphe des chimpanzés, c'est-à-dire le bonobo. Hein, et donc là, on a quelque chose qui est considéré comme, dans le fond, ancestral de ce qu'on va trouver chez les australopithèques. Après, vous voyez, on a toute une collection de ces canines, quand même, qui sont assez pointus. Et puis, dernier hominine ancien, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là avant Ardipithecus, c'est l'aurorine. Avec des dents qui sont relativement petites par rapport à sa taille corporelle. Donc là, on a des spécimens qui sont beaucoup moins complets. Mais on a quelque chose qui est semblable à celle qu'on trouve chez des grands singes, mais de façon, encore une fois, beaucoup plus réduite, surtout en ce qui concerne les canines. Alors passons maintenant... Passons maintenant aux australopithèques, donc, qui succèdent à ces hominines, où on a vu donc, dans le fond, chez les hominines les plus anciens, on a surtout des informations sur la denture. Donc, on peut dire des choses sur la réduction des canines,
qui étaient très développées chez les grands singes. Là, elles ne le sont plus. Donc c'est un caractère dominine. Maintenant, sur le chapitre dimorphisme sexuel de taille, dans le fond, on est quand même assez, j'allais dire, dépourvu d'informations, parce qu'à part Ardipithecus ramidus, où là, bon, on a pas mal de fossiles qui viennent d'un site, pour les autres, dans le fond, on ne sait pas trop. Alors pour les australopithèques, c'est un petit peu différent, parce que là, on va pouvoir à la fois regarder le dimorphisme sexuel dentaire et puis le dimorphisme de taille. Alors, la denture des australopithèques, là j'ai pris comme exemple Australopithecus afarensis, c'est la fameuse Lucie. Hein. Donc ce n'est pas l'australopithèque le plus ancien, mais c'est un australopithèque qui est relativement, j'allais dire, central dans la description des australopithèques. Donc, vous voyez ici un maxillaire d'Afarensis qui est évidemment très différent de celui d'un chimpanzé parce qu'il a une forme d'arcade dentaire qui n'est pas encore parabolique comme chez l'homme actuel, mais qui s'éloigne quand même de plus en plus de cette forme en U allongée qu'on trouve chez les grands singes. Mais surtout, on a la persistance d'un petit diastème encore chez les australopithèques afarensis. Mais vous voyez que les canines sont très très fortement réduites. Et puis on va trouver de plus en plus de prémolaires inférieurs qui ont une forme comme celle des prémolaires inférieurs, des premières prémolaires inférieures des hommes actuels, une forme beaucoup plus symétrique. Et ça, c'est lié à la disparition complète de ce mécanisme d'aiguisoir des canines supérieures dans la denture inférieure. Alors, en ce qui concerne la taille, je dois dire qu'il y a beaucoup de publications qui ont été faites sur le dimorphisme chez les australopithèques, que ce soit Australopithecus afarensis ou des espèces sud-africaines comme Africanus. Donc il y a des avis, je dirais, très divers sur le dimorphisme de taille. La majorité quand même des auteurs s'accordent à penser qu'il y a un fort dimorphisme sexuel de taille chez les australopithèques, en particulier Australopithecus afarensis. Voilà, je vous ai mis là une photo de deux crânes qui viennent de l'Afar, l'un attribué à un mâle et l'autre attribué à une femelle. Bon, vous voyez, c'est le genre de dimorphisme qu'on trouve chez les chimpanzés, même en plus marqué. Hein. Alors maintenant, le dimorphisme de taille, évidemment, ce n'est pas seulement le crâne. Et on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir un dimorphisme de taille des crânes et puis pas forcément du reste du corps. Donc ce qu'on voudrait savoir quand même, c'est la taille et la masse corporelle de ces australopithèques. Alors ce qui nous a un petit peu, je ne dis pas trompé, mais dans le fond, le premier squelette d'Australopithecus afarensis qu'on ait eu, c'est Lucie. Et Lucie, donc, bon, vous en a énormément parlé, je suis sûr. Donc c'est une petite créature, hein, 1m10, quelque chose comme ça, assez, entre guillemets, menue. Hein. Et donc, dans le fond, Lucie, elle a joué un peu le rôle de stéréotype, si je peux dire, de l'Australopithecus afarensis en termes de format corporel. Je fais une petite parenthèse pour dire que tout le monde n'est pas convaincu que Lucie soit Lucie et pas Lucien. Hein, c'est-à-dire qu'il y a... le problème avec Lucie, c'est que, évidemment, les critères donc, que je vous ai décrits sur le bassin, par exemple, pour déterminer le sexe, est-ce qu'on peut appliquer ça à un australopithèque? Probablement pas. Pourquoi? Parce que tout bêtement, on a affaire à des créatures qui ont un cerveau beaucoup plus petit que celui des hommes actuels, et donc il y a peu de chances que le bassin des australopithèques il ait le même genre d'adaptation. Et donc voilà, donc il y a une discussion sur le sexe de Lucie, mais enfin disons, on va garder Lucie parmi les Lucies pour l'instant, ne serait-ce qu'à cause de sa taille. Alors ce qui a quand même un petit peu bouleversé, si je peux dire, la situation, c'est qu'en 2005, en Éthiopie, on a découvert, alors là pour le coup un Lucien, qui est un squelette
relativement complet d'Australopithecus afarensis, alors à qui on a donné un nom, je ne suis jamais sûr de prononcer comme il faut, Kadanuumu'u, ça veut dire grand homme en afar. Et donc c'est le surnom qu'on a donné à cet individu. Il est un peu plus ancien que Lucie, hein, il est plutôt autour de 3,6 millions. Mais vous voyez qu'il y a une différence de taille très importante avec Lucie. Hein. Et donc ça, c'est un argument quand même qui a été avancé par les gens qui ont dit, bah, vous voyez, dans le fond, on avait bien raison, il y a un dimorphisme de taille très fort chez les australopithèques. Alors, avec, dans le camp adverse, des gens, dans le fond, qui disent, ben, oui, mais peut-être que Lucie, c'est un individu extrême dans le sens de la petite taille et que bah là, par chance, on a trouvé un outsider complet qui est beaucoup plus grand. Alors vous allez voir qu'on a quand même un joker pour discuter de cette question du dimorphisme de taille chez les australopithèques et que je trouve être un joker vraiment intéressant parce que vous allez voir, on va l'appliquer tout à l'heure à une autre espèce. Ce sont les pistes. On a... En tout cas, pour Australopithecus afarensis, on a des pistes qui ont été laissées, en particulier dans un site qui s'appelle Laetoli, où des Australopithecus afarensis, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre qui pouvait laisser une piste bipède comme celle-là, une piste qui a été laissée sur de la cendre volcanique fraîche, humide probablement, hein, et donc on a des individus qui sont passés sur cette piste. Et alors ça c'est quelque chose qui a été très comment dire, médiatisé. Hein. C'est une découverte de la famille Leakey encore. Donc Marie Leakey a travaillé pendant des années sur ces pistes de Laetoli. Puis alors, par la suite, on a trouvé d'autres pistes. Donc maintenant, on a quand même pas mal de pieds, si je peux dire, d'afarensis. Et là, bah, alors évidemment, les pieds n'ont pas de sexe, hein. Enfin en tout cas les pieds dans la cendre volcanique n'ont pas de sexe. Mais on peut faire quelque chose quand même avec tous ces pieds, on peut regarder quelle est la différence entre le plus grand pied et le plus petit pied et voir un peu comment se distribuent les tailles de pieds. Et puis on peut comparer ça avec ce qu'on observe chez l'homme actuel et puis ce qu'on observe chez les gorilles par exemple. Là, on a une espèce très dimorphe. Et alors, vous voyez quand même que, on va revenir sur ce schéma tout à l'heure à propos d'Homo erectus, mais vous voyez que Laetoli, qui est là, c'est cette barre bleue, eh bien, elle est très au-delà du type de dimorphisme qu'on peut observer dans un échantillon de référence actuel, c'est-à-dire qu'on va trouver chez des adultes, évidemment, on ne parle pas d'enfants là, mais chez des adultes, on va trouver des différences de taille de pied moindres, nettement moindres chez des hommes actuels que sur ces empreintes de pied de Laetoli. Et par contre, si on compare les différences de taille de ces empreintes de pas de Laetoli avec un échantillon de référence qui sont des pieds de gorille, mâle, femelle, etc., bah, vous voyez, on tombe en plein milieu. Donc, tout ça, plus ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos de ce squelette au nom imprononçable, quand même incite à penser qu'on a affaire, toujours chez ces australopithèques, à un dimorphisme de taille assez fort, avec quand même cette combinaison qui est originale, hein, si je peux dire, c'est-à-dire dimorphisme dentaire faible, donc réduction de la taille des canines chez les mâles, enfin chez tout le monde, mais chez les mâles en particulier, puis en même temps un dimorphisme sexuel de taille. Donc peut-être toujours un comportement, disons, polygyne sur le plan reproducteur, mais un niveau d'agressivité plus faible entre les mâles, ou en tout cas plus entre guillemets, de collaboration entre les individus. En tout cas, vous savez, ce qui est embêtant avec les australopithèques, c'est que il n'y en a plus, hein. Et donc on n'a pas de modèle de primate sauvage qui serait quelque chose qui ressemblerait à des australopithèques aujourd'hui. On n'a pas cette combinaison-là. Voilà. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça correspond.
Alors on va poursuivre avec un rameau, si je peux dire, latéral, qui est celui des paranthropes. Donc vous vous souvenez que les paranthropes, on en a parlé dans des cours précédents, c'est un groupe qui dérive de ces australopithèques anciens et qui va donner naissance à des formes qu'on va trouver en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est. Ce sont les fameux australopithèques robustes avec des superstructures crâniennes très importantes, etc. Et là, sur ces paranthropes, enfin plutôt à propos de ces paranthropes, on a invoqué quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est un dimorphisme sexuel auquel s'ajoute quelque chose qu'on appelle le bimaturisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce bimaturisme ? Eh bien, c'est le fait que, là en l'occurrence chez les mâles, dans le fond, la maturation sexuelle, une fois faite, eh bien, il va continuer à se produire une sorte de deuxième maturation qui peut intervenir ou pas au cours de la vie de l'individu. Je vais vous montrer un exemple dans une minute sur des orang-outans chez lesquels ce phénomène est bien connu. Alors pourquoi est-ce qu'on a évoqué cette question du bimaturisme ? Eh bien parce que quand on regarde des fossiles, alors là ce sont des fossiles d'un gisement qui s'appelle Swartkrans, avec à côté un fossile du site de Drimolen, tout ça c'est en Afrique du Sud. Et c'est quelque chose qui a été très développé par un chercheur malheureusement disparu, jeune, qui s'appelait Charlie Lockwood. Et donc Charlie Lockwood, il avait repéré quelque chose de tout à fait remarquable, c'est qu'on peut ranger les fossiles par ordre d'âge individuel en regardant l'usure dentaire. C'est-à-dire qu'on peut mettre les plus jeunes d'un côté et puis créer des classes vers des individus plus âgés. Et ce que Lockwood avait montré dans une étude fameuse sur Swartkrans, c'est que, en fait, que ce soit pour le maxillaire ou que ce soit pour la mandibule, il y a une corrélation entre l'âge et puis la taille. Et donc, ça, on parle d'adultes, hein, là. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, les mâles, eh bien, alors c'est quelque chose qu'on n'observe pas chez les femelles, c'est quelque chose qui est chez les mâles. Bien, les mâles, au cours de leur vie, même après être entrés dans l'âge reproductif, eh bien, ils vont continuer à se modifier. Alors, pas toujours, mais parfois. Et c'est quelque chose qu'on connaît de façon très précise chez les orang-outans. Alors, chez les orang-outans, bon, voilà, ça, c'est des orang-outans adultes. Ce qu'on observe chez les orang-outans, c'est que certains mâles, à un moment donné, vont se mettre à développer, vous voyez, tous ces systèmes de bourrelets graisseux autour de la face. Et ça, c'est quelque chose qui accroît le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qui rend les mâles encore plus mâles, si je peux dire, par rapport aux femelles, premièrement, et qui va avoir une influence sur leur succès reproducteur. Pourquoi ? Parce que les femelles préfèrent les mâles comme ça. D'accord ? Alors, soit dit en passant, les autres, là, il faut qu'ils se débrouillent autrement. Alors, ils y arrivent, mais avec moins de succès que ceux-là. Donc, ce sont des mâles qui ont un territoire sur lequel il y a des territoires de femelles et qui vont avoir un succès reproductif plus grand. Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que, dans le fond, cet accroissement de dimorphisme sexuel au cours de la vie, c'est quelque chose qui se déclenche à un moment donné dans la vie des individus. On ne sait pas trop pourquoi. Hein, c'est-à-dire, c'est pas un certain âge. Hein, voilà. On pense que c'est en partie lié à la présence d'autres mâles. Il y a des aspects comportementaux, il y a des aspects environnementaux. Il se passe quelque chose et ça leur arrive. Et donc, on pense que ça s'est produit probablement chez les paranthropes, donc encore une fois, une espèce où on a probablement un modèle polygyne avec ce bimaturisme qui est à l'œuvre.
Alors, ça a été un peu critiqué récemment parce qu'à Drimolen, on a trouvé un crâne de paranthrope qui a tout l'air d'être un mâle, qui n'est pas si grand que ça et qui a des dents relativement usées, donc il n'est pas jeune. Alors, je ne sais pas, bon, ça a donné lieu à une critique du Bimaturi, mais j'en sais rien, peut-être qu'on est tombé sur celui-là, hein, vieux et qui n'avait pas fait sa transition vers les bourrelets graisseux. Alors, à la fin, pour terminer, on va donc regarder ce qui se passe avec les représentants du genre Homo. Alors là, évidemment, on a beaucoup plus de matériel fossile. Alors, je vous remontre cette figure qui vous montre le développement en taille des canines, enfin différents diamètres, la hauteur, des diamètres. Et vous vous souvenez qu'on avait vu que chez les premiers représentants du genre Homo et les Australopithèques, il y a une baisse spectaculaire de la taille des canines et du dimorphisme sexuel. Eh bien, vous voyez qu'il y a une seconde marche, si je peux dire, qui va se produire avec les représentants du genre Homo, c'est-à-dire que là, on a des canines qui sont encore plus petites. Vous voyez, là, on passe de ces Australopithèques à ces représentants anciens du genre Homo ou à Homo erectus. Et puis, un dimorphisme de taille à l'intérieur des groupes qui est relativement faible. Alors, Homo erectus, c'est surtout de lui qu'on va parler, il a donné lieu, c'est un peu comme les Australopithèques, à pas mal de débats sur le degré de dimorphisme. On a, là encore, des gens qui ont soutenu que, dans le fond, le dimorphisme de taille, voilà, c'est ici que ça se passe, hein, on parle de la masse corporelle, entre mâle et femelle chez Homo erectus, est nettement plus faible de ce qu'on a chez les Australopithèques et dans le fond, dans un ordre de grandeur comparable à ce qu'on va trouver chez des hommes actuels. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des arguments qui vont quand même à l'encontre de cette idée-là. D'abord, quand on regarde les crânes, je vous ai dit, les crânes, ça ne va pas toujours avec le reste de la taille corporelle. On a au sein des Homo erectus, surtout les Homo erectus anciens, vous voyez ceux qui sont là vers 1,5 million, 1,6 million, 1,7 million, on a des différences de taille, ça c'est la longueur du crâne en millimètres, quand même assez extrême entre certains individus. Là, on a deux individus qui sont des fossiles est-africains, alors qui ne sont pas tout à fait du même âge, c'est toujours ça le problème. Hein. Je vais vous les montrer en photo dans un instant. Et puis après, d'ailleurs après ces publications-là, il y a eu d'autres fossiles qui ont été trouvés, en particulier à Dmanisi, dans le Caucase, où on a les plus anciens représentants des hominines, en fait, en dehors d'Afrique. Hein, donc on attribue ça à des Homo erectus très très anciens. Et donc, voilà, dans ces années-là, vers, je ne sais plus, c'est 2012 ou un petit peu avant, on a trouvé ce crâne à Dmanisi, qui est un crâne quand même, en particulier avec une mandibule qui est absolument gigantesque par rapport aux autres spécimens. Donc on avait tous ces crânes-là. Donc on s'était empressé de leur donner des surnoms masculins, féminins, comme ça. Et puis voilà, c'est peut-être que des filles en fait, hein, parce que finalement on a trouvé celui-là, et lui, on pense que c'est un mâle, donc une très grande différence de robustesse de la mandibule, au point qu'il y a des gens qui ont voulu créer une espèce différente, hein, dans le site. Hein. Mais encore une fois, ce qui est inappréciable à Dmanisi et dans d'autres sites, c'est d'avoir un ensemble d'individus qui sont quand même subcontemporains. On ne peut pas assurer que ces deux individus sont connus au cours de leur vie, mais en tout cas proviennent d'un niveau stratigraphique relativement défini dans un gisement. Donc on peut a priori considérer ça comme une population, et donc ça a du sens dans le fond de comparer les variations de taille à l'intérieur de cette population. Alors,
pour ces formes africaines que je vous ai montrées tout à l'heure sur un graphique où je vous ai dit qu'il y a une grande différence de taille, de crâne, etc., là, c'est un peu plus compliqué parce que, voilà, deux crânes d'Homo erectus, l'un d'Olduvai et l'autre de l'Astrodolphe. Vous voyez, une différence de taille très très importante, hein, c'est tout à fait spectaculaire. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le même âge. Il y a quand même une différence d'âge qui se chiffre en centaines de dizaines de milliers d'années, hein, donc c'est pas négligeable. Et dans le fond, c'est la question qui se pose quand on veut comparer comme ça des individus qui sont censés appartenir à une espèce mais qui viennent d'endroits différents et de périodes différentes. La difficulté, c'est, je ne parle même pas du fait qu'on ne connaît pas leur sexe, évidemment, mais en plus de ça, alors évidemment, on peut supposer ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, mais surtout le problème, c'est que voilà, la taille, c'est un mécanisme adaptatif d'ajustement qui est assez facile du point de vue de la sélection naturelle. Donc, regardez, imaginez seulement les variations de taille qu'on observe entre populations chez les hommes actuels. Donc, il y a des variations de taille importantes en fonction du milieu, des ressources, etc. Et donc, c'est toute la difficulté. Alors, à nouveau, on a quand même le joker des traces de pas. Et là, les traces de pas, alors pour Homo erectus, on a une chance extraordinaire. On a des sites en Afrique de l'Est où on a des centaines de traces de pas d'individus, alors sont des groupes, hein, qui ont apparemment patrouillé autour de lacs. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on a des empreintes de pas d'animaux et énormément de traces humaines. D'ailleurs, ça pose question, hein, parce que, disons, dans les sites paléontologiques contemporains, les restes humains, ça représente rien du tout. Enfin, quand on en a 2% ou 1%, on est fou de joie. Là, les traces de pas, c'est une grande proportion des traces de pas sont des traces humaines. Donc, ça montre quand même un tropisme vers ces lacs. En plus, les animaux, ils vont au lac et ils reviennent, ils s'en éloignent, donc on pense qu'ils viennent boire ou je sais pas quoi, faire quelque chose et puis ils repartent. Alors qu'eux, non, ils tournent autour. Ils cherchent quelque chose, peut-être les animaux justement, hein, ou en tout cas des ressources. Enfin bref, on a quantité de ces traces de pas qui sont très très bien conservées. Donc ce sont des sites qui sont autour du 1,5 million d'années, donc c'est ces fameux Homo erectus relativement anciens. Et donc là, on a appliqué exactement la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure à propos des traces de pas de l'Aetoli, d'Afarensis. C'est-à-dire on a comparé la variabilité de taille des pieds de ces individus. Vous voyez, ce n'est pas seulement les tailles de pieds, on peut aussi regarder la longueur des pas. C'est formidable, hein, ce qu'on peut faire avec les empreintes de pas. On peut calculer la vitesse à laquelle les gens marchent en regardant les traces de pas d'un individu. Enfin bref. Et donc quand on compare ça à des échantillons de référence, alors toujours pareil, des gorilles et puis des hommes modernes, eh ben, sans grande surprise, donc Ilret, ces Homo erectus-là qu'il s'agit, sont très en dessous de la variabilité de taille qu'on observait à l'Aetoli ou chez des gorilles, mais quand on compare ça à des hommes actuels, on est quand même bien au-dessus de ce qu'on trouve chez des Américains modernes, puis c'est d'eux qu'il s'agit dans cette référence. Et donc ça incite à penser qu'on a quand même toujours un dimorphisme sexuel de taille assez fort chez ces Homo erectus, en tout cas plus fort que ce qu'on a chez les hommes actuels. Donc là, on n'a plus du tout pratiquement de dimorphisme dentaire, hein, enfin, sauf ce qu'on va trouver chez les hommes actuels, le fait que les canines sont un tout petit peu plus grandes, mais on a un dimorphisme de taille qui persiste toujours. Pour terminer, je voudrais vous dire un mot sur l'homme de Néandertal. Et donc cet homme de Néandertal, longtemps, on n'a pas eu de population d'hommes de Néandertal. Donc on avait des individus isolés. Et
s'est posé le problème habituel, c'est-à-dire comment on va déterminer le sexe de ces individus. C'était assez compliqué. Pourquoi? Parce que si on regarde les caractères crâniens dont je vous ai parlé, vous vous souvenez, je vous ai dit la glabelle, elle est plus développée chez les hommes, la mastoïde, elle est plus petite chez les femmes, etc. Alors là, manque de chance, sur les Néandertaliens, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des reliefs suborbitaires importants. Alors, certains plus importants que d'autres, mais après, ce n'est pas évident à interpréter. La mastoïde, elle est petite chez tout le monde, elle est même très petite, elle est plus petite que chez beaucoup de femmes actuelles. Donc les crânes étaient assez difficiles à assigner à un sexe. On avait tendance quand même à avoir beaucoup de mal dans les crânes, peut-être à cause de ces caractères de robustesse. Et alors, pour les bassins, alors là, c'était le problème inverse. Pourquoi? Bien parce que, dans un instant, je vais vous montrer une autre photo de bassin de Néandertal. Il se trouve que les Néandertaliens ont un format corporel qui est assez différent du format corporel, de notre format corporel, en particulier un tronc large par rapport à la hauteur, et donc du coup aussi un bassin qui est très large. Et donc, comme ce bassin il est large, eh bien, on trouve chez les Néandertaliens des caractères, en particulier des caractères du pubis, qui sont des caractères qu'on trouve chez les femmes modernes. Donc, si vous regardez que des pubis de Néandertaliens, c'est tous des femmes. Si vous regardez les crânes, c'est tous des hommes, ou presque. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, évidemment, on a fait un progrès énorme avec l'ADN ancien, parce qu'on a maintenant de l'ADN ancien sur des tas de Néandertaliens, pas forcément très bien conservés du point de vue morphologique, et là, on sait ce que c'est. Alors, par exemple, ce crâne, qui est le crâne un crâne qui vient de Gibraltar, un site qui s'appelle Forbes Quarry, qui est le premier crâne de Néandertalien qu'on ait jamais découvert. On l'a découvert avant même le crâne de Néandertal, du gisement de Néandertal, mais on l'a laissé dans un tiroir, sur une étagère pendant très longtemps, et c'est seulement après la découverte de Néandertal qu'un géologue anglais a dit « mais ce crâne qui a été trouvé dans une grotte là-bas, ressemble quand même beaucoup à un crâne de Néandertalien. » Donc on l'a ressorti de dessous la poussière, et donc il a refait son apparition. Donc ce crâne qui est conservé au British Museum, on soupçonnait quand même que c'était une femme plutôt. Il avait une capacité crânienne un peu plus faible que la plupart des Néandertaliens. Il avait peut-être, alors la glabelle, oui, c'est très prononcé, mais un peu moins que les autres. Enfin bref. Alors voilà, on a extrait de l'ADN. Maintenant, on sait que c'est vraiment une femme. Bon. Voilà, ça c'est un bassin qui vient d'un site espagnol, qui est le site de Cima de los Huesos, près de Burgos. Et je vous le montre parce que donc, il appartient à un individu qu'on a surnommé Elvis. Je pense que c'est à cause de ses hanches. Et vous voyez la taille extraordinaire de ce bassin de mâle néandertalien comparé à un homme actuel. Donc c'est un bassin vraiment très robuste, très large, et donc du coup avec ce rameau supérieur du pubis qui est grêle, allongé, etc., comme chez une femme actuelle. Alors je vous montre ça pour illustrer un petit peu mon propos sur les bassins, mais aussi parce que Cima de los Huesos, c'est un site qui est daté, alors on peut discuter de l'âge, mais qui est daté à 430 000, quelque chose comme ça, et alors qui a l'énorme avantage d'avoir livré, alors là, toute une série d'individus, 28 au total. On pense qu'ils ont été jetés dans cette espèce de puits, et on a tous les éléments du squelette, des milliers d'ossements qui appartiennent à ces 28 individus. La plupart sont des jeunes adultes, et c'est une mine d'informations absolument extraordinaire, parce que
justement, on peut regarder ce que d'habitude on ne peut pas regarder, c'est-à-dire à l'intérieur d'une population, quel genre de variation on a et comment ça se compare au dimorphisme observé ailleurs. Là, on n'est pas obligé de prendre un crâne qui vient de Gibraltar, un autre qui vient de Corrèze, et puis je ne sais quoi, un squelette découvert en Israël, pour avoir une image composite. Là, on a vraiment, entre guillemets, une population. Et alors, dans cette population de Cima de los Huesos, qu'on a alors d'abord attribué à une espèce autre que néandertalien, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à penser que ce sont des néandertaliens anciens, les plus anciens néandertaliens qu'on ait. Et d'ailleurs, on a de l'ADN, ce qui est tout à fait exceptionnel pour des fossiles de cet âge-là. On a de l'ADN de ces fossiles de Cima de los Huesos, et clairement, ils se rattachent aux néandertaliens. Et donc là, aussi bien sur le squelette post-crânien que sur, par exemple, la capacité crânienne, on a pu regarder la variabilité au sein de ce groupe. Et, disons, pour présenter ça de façon très, très brève, là, le type de dimorphisme sexuel qu'on a chez ces néandertaliens, il est de l'ordre de grandeur de ce que l'on a chez des populations actuelles. Donc là, maintenant, on est arrivé avec les néandertaliens à quelque chose qui est comparable à ce qu'on a aujourd'hui, en termes de différence de taille des individus, de différence de capacité crânienne. Alors, ça ne veut pas dire que les néandertaliens sont pareils à nous en toutes choses. Et donc, pour terminer, je voudrais quand même vous dire un mot, à nouveau, du bassin des néandertaliens. Donc, je vous ai dit que ça avait été assez compliqué de sexer les restes de néandertaliens. Et puis alors, on avait le bassin le plus complet qu'on avait. C'est un bassin d'hommes. Hein. Alors, les gens ont beaucoup spéculé sur le comportement, l'obstétrique des néandertaliens, mais à partir d'un bassin d'hommes, c'est assez compliqué. Encore qu'on a pu montrer que, dans le fond, le dimorphisme sexuel qu'il y avait entre hommes et femmes aujourd'hui, c'était un peu du même genre. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une espèce de loi mathématique de transformation pour prendre un bassin néandertalien mâle et voir ce que donnerait un bassin femelle. Alors un bassin femelle, en voilà un qu'on a reconstitué il y a quelques années avec mon collègue Tim Weaver, qui est à l'Université de Californie à Davis. Et donc, on a utilisé des restes d'un bassin découvert au Proche-Orient, à Taboun, en Israël, pour reconstituer un bassin féminin néandertalien, parce qu'on n'en avait pas vraiment. Et donc, soit dit en passant, ça nous a permis de vérifier donc, la nature de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle, et puis aussi de voir si ça correspondait bien à ce qu'on avait aussi chez les hommes actuels. Donc, est-ce qu'on peut prévoir, dans le fond, la forme du bassin féminin à partir du bassin masculin? Alors, la chose la plus, remarquable dans cette étude, alors je vous dis tout de suite que ça a donné lieu quand même à pas mal de discussions, tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, nous sommes d'accord. En fait, ce qu'on a montré, c'est que quand on regarde la forme du canal obstétrical chez des hommes actuels, enfin des femmes actuelles, vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie de ce canal obstétrical, une partie supérieure et une partie inférieure, qui ont des sections un peu différentes, et en particulier la sortie, si je peux dire, elle est ovalisée d'avant en arrière, et donc c'est ce qui oblige cette rotation compliquée de la tête des nouveau-nés au moment de la naissance. Et alors, sur notre constitution de Taboun, on n'a pas ça. Et donc, ça pose vraiment la question de savoir si les néandertaliens, les néandertaliennes, donc des hominines proches de nous pour des tas de caractères, avec une grande masse corporelle, ce bassin très large, etc.,
un dimorphisme sexuel qui est quand même, alors en termes de quantité comparable au nôtre, mais après dans le détail des caractères, c'est un petit peu différent, comme on le voit avec le bassin. Ben, la question que ça pose, c'est est-ce qu'ils avaient cette rotation obligatoire des nouveau-nés à la naissance? Nous, on a conclu dans cet article que non. Alors évidemment, ça rend les Néandertaliens peut-être trop différents de nous au goût de certains. Mais donc on a dit non, non, c'est pas possible. Parce qu'évidemment, la rotation de la tête du nouveau-né, ça a des tas d'implications, en particulier sur la façon dont le nouveau-né se présente au moment de la naissance. Et on a beaucoup, glosé là-dessus, la nécessité pour les femmes d'être assistées par d'autres femmes, etc. Bon, bref, donc peut-être que ce n'était pas le cas pour les Néandertaliennes. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine.